Raphaël Glucksmann, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député européen, avec un sujet majeur aujourd'hui. Et pour vous, majeur. La France a rendez-vous avec l'histoire. Rappelons ce qui s'est passé. Avril-juillet 1994. Plus de 800 000 morts au Rwanda. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est au Rwanda. Il doit prononcer un discours important. Doit-il, au nom de la France, présenter des excuses au peuple rwandais? Il doit, au nom de la France, présenter des excuses, oui, aux victimes du génocide. Vous savez, il doit surtout dire la vérité. Pendant 27 ans, la France a vécu dans un grand mensonge d'État sur le génocide et sur son rôle au Rwanda. Emmanuel Macron, il a ouvert les archives. Vous savez à quel point je le critique, je combats sa politique, mais il faut savoir dépasser les clivages là. On touche à l'éternité, on touche à l'histoire. Et il a eu le courage d'ouvrir les archives. Il a eu le courage de laisser une commission d'historiens se pencher sur ces archives et livrer un verdict qui est celui de la responsabilité lourde et accablante de notre État, de l'État français, dans la mort de plus de 800 000 êtres humains. Alors, Emmanuel Macron, il a le devoir de la vérité aujourd'hui. Et il a rendez-vous avec l'histoire. Il a rendez-vous avec ce que la France a fait au Rwanda. Et il doit avoir en tête une chose. Une nation ne s'abaisse pas quand elle éclaire les parts d'ombre de son histoire. Elle se grandit quand elle sort du mensonge. Et donc, ce qu'on attend de lui, c'est une vérité d'abord. C'est le fait de dire que la France, l'État français, sous l'égide du président Mitterrand, a soutenu financièrement, militairement, politiquement, les hommes qui allaient faire le génocide, qui allaient exterminer 800 000 personnes en 3 mois, qui allaient pourchasser les enfants dans les marais pour les buter, parce qu'ils étaient nés Tutsis, parce que leur seul crime était d'être Tutsis. Vous savez, moi j'ai parcouru les fosses communes du Rwanda. À 20 ans, je me suis retrouvé à déterrer des cadavres dans une fosse septique à Kigali. Et j'ai encore sur moi cette odeur des cadavres en putréfaction. Il y avait les robes des femmes violées qui étaient soulevées, qui étaient mises de côté dans les chiottes. Il y avait un pays tapissé de cadavres. Et notre État était du côté des bourreaux. Et là, il doit le dire, il a rendez-vous avec l'histoire comme Jacques Chirac avait rendez-vous avec l'histoire au moment de son discours du Veldiv. Je sais que ce n'est pas la préoccupation immédiate de tous les Français, de tous les gens qui nous écoutent, mais il y a des moments comme ça qui définissent en fait à la fois les hommes et le destin des nations. Et c'est la raison pour laquelle je suis content de vous accueillir, de vous recevoir ce matin, parce que je tenais à ce qu'on en parle, à ce qu'on explique le pire scandale de la Ve République, Raphaël Glucksmann. Oui, parce qu'on parle d'un génocide. Et que au XXe siècle, selon la communauté internationale, il y en a eu 3. Les Arméniens, les Juifs et les Tutsis du Rwanda. Et que là, on est lié à cette histoire. Les Français qui nous écoutent, ils sont pas responsables, mais les gens qui les dirigeaient à l'époque. Et en premier lieu, le président de la République. Parce qu'aucun responsable n'a été désigné. Même dans tous les rapports, les derniers rapports, aucun responsable politique n'est désigné. Dans le dernier rapport, le rapport Duclerc, commission d'historiens qui a remis son rapport il y a 2 mois tout juste à Emmanuel Macron, eh bien, il y a une personne qui est désignée. C'est le président d'alors. C'est le président Mitterrand. Et moi, je suis un homme de gauche, donc quand je vous parle, je me suis fait une promesse, vous savez, c'est de respecter ce que les anciens Grecs appelaient la parésia, c'est-à-dire la capacité à dire la vérité, même quand ça ébranle notre propre famille, notre propre camp politique, notre propre camp idéologique. Et là, la vérité, c'est qu'un président socialiste a été l'architecte de cette politique, que pendant même le génocide, pas simplement avant le génocide, pendant le génocide, alors que tous les États du monde, tous refusaient de laisser atterrir les officiels rwandais qui commettaient les massacres, la France, eh bien, les recevait à l'Élysée et au Quai d'Orsay. Nous étions complices. Lucidement complices. Quand on lit le rapport et quand on enquête sur le rôle de la France dans le génocide, on ne peut pas dire que
les dirigeants français voulaient le génocide, qu'ils étaient complices actifs du génocide. Mais ils n'ont pas écouté les alertes des services secrets français, de la DGSE, qui leur disaient 1 an avant qu'il allait y avoir un génocide. Ils n'ont pas vu le génocide arriver. Ils n'ont pas pris en compte le génocide une fois qu'il avait été commis, et même après le génocide, on a continué à faire la guéguerre contre le FPR qui avait mis fin au génocide et qui est aujourd'hui au pouvoir au Rwanda, et on a continué à soutenir les miliciens qui étaient du côté des camps de réfugiés au Zaïre de l'époque. Et donc, on a eu une politique constante de soutien à ceux qui allaient commettre le pire. Vous savez, dans l'avion d'Emmanuel Macron aujourd'hui, il y a une rescapée du génocide qui s'appelle Annick Kaitesi, qui est citoyenne française. Elle a perdu toute sa famille pendant le génocide. Elle avait 14 ans, mon âge. Moi, j'étais en train de regarder des superproductions américaines au cinéma, et elle essuyait le sang de sa mère dans le bureau de son école avec des bouts de papier, en espérant que les miliciens viennent pas la chercher pour la découper en morceaux, comme ils ont découpé en morceaux sa sœur, son frère et sa mère. Et elle est dans l'avion d'Emmanuel Macron, et pendant 27 ans, elle a regardé son passeport français en se demandant s'il fallait qu'elle y renonce, en se demandant s'il fallait même qu'elle le déchire, parce que les dirigeants de la France mentaient constamment, mentaient sur leur rôle, mentaient sur le génocide, parce qu'il y avait un mensonge d'État. Et là, aujourd'hui, Emmanuel Macron a l'occasion de réconcilier Annick avec son passeport. Il la prend dans son avion pour aller faire un discours sur le génocide qui va mettre fin au mensonge d'État et qui va dire la vérité. Et c'est ça qu'on attend, la vérité qu'on doit aux morts et qu'on doit aux vivants, la vérité qu'on doit au passé et qu'on doit à l'avenir. Parce qu'on ne construit pas un avenir pour des relations franco-africaines dynamique, apaisée, sur la base d'un mensonge. On doit la vérité. Et c'est l'opportunité historique. Vous savez, moi, j'ai lutté pour que ce moment arrive, pour que la chape de plomb soit levée. Et je sais qu'en France, il y a encore des ennemis très puissants de la vérité lorsqu'on prononce le nom Rwanda. Je sais qu'il y a des forces qui s'y opposent et que beaucoup d'anciens dirigeants qui vont conseiller à Emmanuel Macron, bien sûr, qui vont conseiller à Emmanuel Macron, surtout ne faites pas ça, n'allez pas au bout. Mais là, il a l'opportunité de marquer l'histoire. Mais qui sont-ils ? Peu importe. Qui sont-ils ? Mais vous avez Hubert Védrine, Védrine, Jean-Pierre Chevènement et d'autres. Vous avez j'ai vu l'interview de M. Cazeneuve. Vous avez beaucoup de gens qui sont impliqués et qui ne veulent pas que la vérité arrive. Mais il doit s'élever au-dessus de ça. Et qu'on le combatte ou qu'on l'aime, finalement, ça n'a plus aucune importance aujourd'hui, à ce moment précis, quand il est à Kigali. Il est président de la France. Il n'a pas volé son élection. Il est président de la France. Il nous représente et il a l'occasion de nous grandir. Raphaël Glucksmann, l'histoire prend là toute son importance. Et on l'oublie un peu d'ailleurs dans cette France qui est nombrilisée totalement. Parlons de l'histoire, parlons de ce qui se passe avec la Biélorussie. Là aussi, c'est un moment d'histoire, la Biélorussie. Voilà un homme qui détourne un avion civil, Loukachenko, pour aller récupérer un opposant du terrorisme d'État. L'Union européenne réagit. Comment ? Plus de survol de la Biélorussie, plus d'avions biélorusses en Europe. Oui, mais j'ai lu les opposants. J'ai lu les déclarations des opposants et vous les connaissez. J'ai lu. Oui, mais ça nous isole. Attention, ces mesures-là ne sont pas les bonnes mesures. Que faut-il faire ? Emmanuel Macron lui-même dit « Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. » Mais vous savez, il faut qu'on comprenne la gravité de ce moment. Vous avez un dictateur qui, un matin, se dit, dans un calcul coût-bénéfice, que finalement, ça vaut le coup de détourner un avion de ligne européen, transportant des citoyens européens depuis une capitale européenne, Athènes, jusqu'à une autre capitale européenne, Vilnius, capitale de la Lituanie. Et il se dit, ça vaut le coup. Et pourquoi il se dit, ça vaut le coup ? Parce qu'en fait, il anticipe le fait que la réaction de l'Europe sera molle. Toujours molle. Mais elle est molle. Il anticipe le fait que nous sommes impuissants. Et c'est juste que j'aimerais que les gens comprennent. Si on continue à être faible en Europe, si on continue à être impuissant, ce qu'on aura, c'est pas une paix lâche, c'est le chaos permanent, c'est le détournement de nos avions. Vous pensez qu'il aurait fait ça aux États-Unis, par exemple ? Qu'il aurait détourné un avion de ligne américain ? Mais non. Là, il l'a fait parce que c'est européen et parce que ces tyrans qui nous entourent, que ce soit à Moscou, que ce soit à Minsk, pensent que nous sommes faibles. Donc il est temps d'être puissant. Et c'est pas simplement une question de droit humain ou de respect de l'état de droit. C'est une question de sécurité pour nos pays, pour nos ressortissants. Il faut projeter de la puissance. Donc déjà, la première chose à dire,
La première chose à dire, c'est que pour une fois, parce qu'on a l'habitude quand même de la lenteur et de la mollesse européenne, Oui. pour une fois, il y a eu une réaction rapide. Rapide. Voilà. Et unanime. Ce qui est extrêmement rare. Oui. Même Orban n'a pas bloqué le truc. Donc là, pour une fois, il y a une réaction rapide. Est-ce que cette réaction, elle est juste et suffisante ? Honnêtement, elle est insuffisante. On le sait tous. Oui, mais que faire ? Comment aller plus Il faut loin ? frapper, et c'est toujours la même histoire. Mais frapper, c'est le régime au portefeuille, pas faire la guerre. Personne ne veut faire la guerre là. Oui. Frapper le régime au portefeuille. Vous savez, Loukachenko, il tient notamment grâce au fait que, eh bien, il réexporte vers l'Europe du pétrole et du gaz. Il faut couper les robinets. Il faut frapper le régime au portefeuille. Il faut lui mettre une pression de fou. Et ensuite, il faut aussi savoir que les clés sont à Moscou. C'est-à-dire que jamais Loukachenko... C'est ce que dit Jean-Yves Le Drian, qui dit l'absence de réaction de la Russie vaut caution. Bien sûr, mais jamais Loukachenko qui ne tient... Vous savez, les 3/4 de son peuple étaient dans la rue pendant des mois. Donc il ne tient son pouvoir que parce qu'il est soutenu, porté à bout de bras par la Russie et par Vladimir Poutine. Donc jamais il ne fait ce qu'il a fait sans une forme d'accord et d'aval de la Russie de Vladimir Poutine. Et donc il va falloir être beaucoup plus ferme avec Moscou. Il faut montrer, en fait, vous savez, c'est simple. Pendant 30 ans, l'Union européenne a vécu dans le mythe de la fin de l'histoire, dans l'idée qu'on n'avait plus d'ennemis, que la seule chose qui comptait sur Terre, finalement, c'était de faire du commerce les uns avec les autres, que ça allait aplanir l'univers, aplanir la Terre, et que finalement, on serait tous des experts comptables et des ministres des Finances qui allaient discuter entre eux de la meilleure manière de faire du commerce. Mais c'est pas comme ça le monde. Et là, on s'en rend compte, l'histoire, elle n'est pas finie, elle reste tragique. Il y a des adversaires politiques et idéologiques extrêmement puissants, et ces adversaires sont en train de gagner. Moi, au moment où je vous parle, je vous jure, on s'occupe au Parlement européen d'un ensemble de crises où à chaque fois, depuis le Karabakh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, jusqu'à la Libye ou la Syrie, et maintenant la Biélorussie ou l'Ukraine, à chaque fois, on perd. Et on est exclu du jeu. Donc à un moment, il faut qu'on se réveille. C'est formidable de ne pas avoir construit un ensemble européen qui soit porté sur la guerre et l'agression. Mais il faut être capable de nous défendre. Il faut être capable de protéger nos citoyennes et nos citoyens. On est un géant commercial. On est le plus grand marché du monde. Mais on est un nain politique et un nain en matière de sécurité. Il faut que ça cesse. Il faut changer cette mentalité-là. Alors, Raphaël Glucksmann, le 23 mars dernier, sur France 5, je vais vous parler de la présidentielle française. Le 23 mars dernier, sur France 5, Emmanuel Macron s'inquiétait des tentatives d'ingérence de la Turquie dans la présidentielle française de 2022. Vous présidez la commission du Parlement européen sur les ingérences étrangères dans les processus démocratiques de l'Union européenne, dans les élections, donc, Raphaël Glucksmann. Résultat de vos travaux, je crois bientôt, début 2022. Voilà, début 2022. Avez-vous repéré déjà des ingérences étrangères ? Bien sûr. On a laissé faire, en fait. On a vécu les portes ouvertes et les fenêtres ouvertes. On a laissé faire Erdogan, on a laissé faire Poutine. Ils ne soutiennent pas les mêmes forces. Mais tous se permettent de s'ingérer dans nos élections. Mais comment ? Mais en multipliant les réseaux de fake news et de désinformation sur les réseaux sociaux, en finançant, pour le cas de la Russie, c'est pas le cas de la Turquie, mais en finançant directement des activités politiques, des campagnes politiques, ils s'ingèrent aussi... Quelle campagne politique, quelles activités politiques ? Par exemple, vous prenez Vladimir Poutine. Oui. À travers toute l'Europe, il finance les extrêmes droites européennes via ses oligarques. Vous avez un oligarque, par exemple, qui s'appelle Konstantin Malofeyev. Personne ne le connaît, mais c'est un mec richissime qui distribue à tous les mouvements anti-Union européenne, anti-démocratie, des millions d'euros. Et nous avons laissé faire cela. Et vous avez M. Erdogan qui essaye d'instrumentaliser les communautés turques en Europe, qui essaye de saper via ses fondations multiples et variées les autorités publiques dans les pays européens, en particulier en France et en Allemagne. Et donc, il y a comme ça la perception chez les régimes autoritaires que nous sommes faibles, non seulement sur les crises du monde dont je parlais, mais que nous sommes même trop faibles pour défendre nos élections. Et donc il va falloir faire
extrêmement attention. Le sens de cette commission, moi, quand j'ai été élu au Parlement européen, la première chose que j'ai proposée lors de la première session à Strasbourg, ça a été la création de cette commission. Ça a été de dire, il faut sortir de la naïveté maintenant. Il faut défendre notre souveraineté, Monsieur Bourdin. Il faut défendre le droit des citoyennes et des citoyens européens à voter, débattre, sans que des tyrannos étrangers s'ingèrent dans nos affaires. Raphaël Glucksmann, est-ce que Thierry Mariani est toujours membre de votre commission? Oui. Oui. Vous avez des soupçons le concernant? J'ai pas des soupçons. J'ai la certitude que M. Mariani se rend en Crimée occupée pour valider l'occupation de la Crimée, un territoire ukrainien par Vladimir Poutine. J'ai la certitude qu'il est la voix de la Russie au Parlement européen. Comme la voix de l'ingérence, l'ingérence de la Russie. J'ai pas de preuves sur ce que lui ne touche pas. Attention. Mais bien sûr. Mais moi, ce que je dis, c'est que politiquement, il est la voix de la Russie. Ça, je peux vous le dire. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous le signer. Et pas simple. Lui a décidé comme ça de défendre mordicus le régime de Vladimir Poutine. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est sur votre plateau. Vous interrogez Madame Le Pen. Vous l'interrogez sur le détournement d'un avion de ligne européen par un tyran étranger. Au bout de 1 minute 30, qu'est-ce qui vient sur la table pour répondre à ça? La levée des sanctions contre le régime de Vladimir Poutine. Et vous vous rendez compte, une supposée nationaliste qui est censée défendre les intérêts et la souveraineté de nos nations, vous l'interrogez sur le détournement. Il y avait 9 Français dans cet avion. Le détournement d'un avion de ligne européen, et sa réponse, c'est de dire qu'il faut être plus gentil avec M. Poutine. Mais c'est pas des nationalistes, là. C'est pas des nationalistes. C'est des idéologues. C'est des idéologues qui font partie d'une internationale, justement, au service de l'idéologie antidémocratique et dont le parrain est Vladimir Poutine. C'est tout. On peut discuter. On peut discuter de politique. Mais ça, c'est au-delà de la politique. C'est en fait des gens qui prennent constamment la défense d'intérêts étrangers contre les intérêts des nations européennes. Et donc, il faut savoir dire les choses et les placer devant leurs contradictions. Quand ils expliquent je place la France au-dessus de tout, non, c'est pas vrai. Alors, Raphaël Glucksmann, je vais terminer. Il nous reste 3-4 minutes. Je vais terminer sur les régionales, justement. Je parlais de Thierry Mariani, qui est en tête, largement en tête, au premier tour dans sa région PACA. Est-ce qu'au second tour, il faut absolument que la gauche se désiste au profit de Renaud Muselier? Il faut que la gauche... Si c'est indispensable ou nécessaire. Je ne sais pas, selon le côté où on se place. Moi, je serais toujours pour battre le Rassemblement national. Mais moi, je veux d'abord que la gauche essaye de gagner ces élections. Enfin... Mais où est-elle, la gauche? Non, mais parce que là, on est placé... On est placé toujours dans une chose... Non, mais on va faire aussi toutes les présidentielles en nous demandant d'emblée si au deuxième tour, on appelle à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Écoutez... On peut laisser les gens quand même avoir un premier tour, non? On peut laisser les gens essayer d'offrir une alternative. Et moi, ce que je voudrais, c'est que la gauche, quand elle répond à cette question, elle essaye de passer un autre message que je n'aime pas Macron, je n'aime pas Le Pen, H24, qu'elle essaye de proposer un souffle sur la transformation écologique. Vous avez vu le sondage dans l'Humanité 90% des Français plébiscitent des mesures sociales aujourd'hui. Est-ce que Emmanuel Macron les porte? Non. Est-ce que Marine Le Pen les porte? Non. Donc il y a un espace. Mais simplement, on est trop minable, on est trop médiocre. La gauche parle d'autre chose. Parle de genre, parle de, je ne sais pas moi, d'islamo-gauchisme, il faut qu'on ressente, qu'on impose notre agenda. Il y a beaucoup de périls, mais il y a une opportunité dingue en ce moment, dingue. On sort du mythe de la globalisation. Même aux États-Unis, même à Washington, même un centriste démocrate américain, il est en train d'augmenter les taxes sur les plus riches. Il est en train de commanditer des audits des chaînes de valeur des multinationales pour relocaliser la production. Mais là, il y a un boulevard pour la gauche, et pour une gauche qui défende la réindustrialisation de l'Europe, qui disent très simplement... On a fait 40 ans de libre-échange. Ça a mené à quoi? À la catastrophe climatique et à la catastrophe sociale. Et nous avons un projet alternatif. Nous sommes pour un Buy European Act. Nous sommes pour un protectionnisme écologique aux frontières de l'Union européenne. Nous sommes pour une redistribution plus juste de la richesse. Et là, ça, il faut en parler, il faut savoir l'imposer. Yannick Jadot essayer de réunir la gauche. Ça n'a pas réussi dans un premier temps. Le 24, c'était lundi. Personne n'en a parlé. D'ailleurs, vous êtes réunis tous à gauche, non, le 24? Ouais, on s'est réunis. Et vous avez parlé de quoi?
Eh ben, on a parlé là, en l'occurrence, c'était bien parce qu'on a auditionné le pacte du pouvoir de vivre de la CFDT, 2022 ou jamais, des initiatives de la société civile. Mais si vous voulez me faire dire que nos discussions entre partis sont pas très intéressantes pour la majorité des Français, mais moi je suis entièrement d'accord. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait un souffle. Parce que même le rassemblement, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Moi, ce que je veux, c'est un souffle, qu'on porte des grandes mesures sociales, qu'on dise qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des milliardaires qui se sont enrichis de manière démentielle pendant la crise et qu'il est temps d'imposer une forme de solidarité pour les très grandes fortunes. Je veux qu'on soit capable de proposer une voie pour l'Europe qui soit pas simplement un cheval de Troie de la mondialisation, qui soit au contraire un moyen de reprendre le contrôle. Mais imposons cette taxe carbone aux frontières. Faisons en sorte qu'il y ait une taxe sur les transactions financières à l'échelle du continent européen. Investissons massivement dans la recherche et développement. Vous savez, il y a une mesure, le Buy European Act. Il faut qu'on arrive à faire ce que Trump a appelé America First. Il faut que la gauche propose Europe First. Il faut qu'on arrive à réserver les marchés publics européens aux entreprises européennes. On a besoin d'être plus qu'un continent ou un pays de consommateurs. On a besoin de retrouver une capacité productive, une autonomie stratégique. On a besoin finalement de reconstruire un appareil industriel. Il faut que les gens aient du travail ici et qu'on puisse sortir de 40 années qui ont conduit au délitement. Et ça, c'est possible. Vous savez, si c'est possible à Washington, qui était la capitale du néolibéralisme, c'est possible chez nous, mais il faut juste qu'on s'élève un tout petit peu, parfois, au-dessus de notre médiocrité. Merci Raphaël Glucksmann d'être venu nous voir ce matin. RMC BFM TV, 8h54.